Eh bien, bonjour à tous. Je pense que vous devez voir mon partage d'écran. Euh, Clémence Berne, moi je suis chargée de mission au pôle élevage de l'ITAB et je coordonne le projet Poulette Bio. C'est là, pour ceux qui suivent l'ensemble des webinaires qu'on a partagés sur les poulettes. Il s'agit là du troisième et dernier webinaire autour des enquêtes que nous avons pu mener dans la première axe du projet Poulette Bio. Aujourd'hui, on accueille deux personnes qui viendront témoigner sur l'élevage de poulettes bio en filière. Donc, c'est vraiment ces élevages-là, de ces élevages-là dont on va s'intéresser aujourd'hui pour cerner mieux comment fonctionnent les systèmes et quelles pratiques sont mises en place. Donc, il y a deux autres webinaires qui ont déjà eu lieu et qui sont disponibles sur le YouTube, la page YouTube de l'ITAB. Voilà. Donc pour les personnes pourront se présenter juste après, mais donc pour introduire ce webinaire et pour faire un rappel, ces webinaires sont organisés dans le cadre du projet Poulette Bio qui vise à co-construire des références, des outils et des scénarios pour sécuriser l'approvisionnement de poulettes bio en France. C'est un projet CASDAR, donc français, de 42 mois qui a démarré au 1er janvier 2025 et dans lequel on a une diversité de partenaires qui sont financés sur le territoire, que vous avez donc listé juste en dessous. Dans le premier axe de ce projet, on a mené une enquête auprès d'une trentaine d'élevages de systèmes différents en termes de taille et d'organisation dans le but justement d'obtenir un panorama de la diversité des systèmes d'élevage et acquérir des premières références techniques sur l'élevage de poulettes bio. Donc c'est dans ce cadre qu'on organise les différents webinaires qui ont eu lieu. Et j'ai oublié de vous le dire. Donc pour on pourra prendre un temps de questions autour de 14h30. Du coup, si vous avez des questions, il faut les mettre dans la partie questions et réponses. Et vous avez également la conversation qui est plutôt pour partager des remarques ou des idées. Mais pour voilà, centraliser les questions, on vous invite à les poser et à ouvrir du coup des billets dans la partie questions-réponses. Adèle, qui est de l'Itavi, pourra s'occuper de faire la modération de ces échanges tout au long de la présentation. Donc, pour en revenir à nos enquêtes, je vous disais une trentaine d'élevages qui ont été enquêtés, donc 29 particulièrement, 15 élevages en filière, qui étaient tous des élevages en contrat d'intégration, et 14 élevages indépendants en circuit court. Donc, il y a un mois, on a présenté plutôt la typologie d'élevage pour les systèmes indépendants, et aujourd'hui, on s'intéresse plutôt aux élevages en filière, qui représentent, qui sont les élevages qui produisent la très grande majorité des poulettes bio élevées en France. Donc, on a pu interroger des éleveurs sur le territoire, là où il y a beaucoup d'élevage de poulettes, donc principalement dans le Grand Ouest, mais pas que. Et aujourd'hui, vous aurez justement l'intervention d'une personne qui est plutôt basée dans l'Est. Donc, pour aussi expliciter ça aux personnes qui ne sont pas forcément très sensibilisées à l'organisation de la filière volaille, les élevages étaient donc en intégration. Qu'est-ce que c'est que l'intégration? C'est un fonctionnement des organisations de producteurs dans lesquelles, en fait, les animaux n'appartiennent pas aux éleveurs. En fait, les éleveurs fournissent finalement les bâtiments, les équipements, l'eau, l'énergie et la main-d'œuvre pour le soin et l'élevage des animaux. Et l'organisation de producteurs, elle fournit les poussins, l'aliment, les produits vétérinaires et un appui technique. C'est aussi la structure qui gère la logistique de transport et de vente. Donc en France, il y a plusieurs organisations de producteurs qui font de la production de poulettes et nous en avons interrogé du coup plusieurs dans le cadre de ces projets. Vous avez leurs noms qui sont cités dans le tableau à droite. Donc on a pu enquêter des éleveurs de Noréa, donc notamment Quentin pourra témoigner pour cette coopérative là, Noréa filiale de Terrena. On a pu enquêter aussi chez Eureden, Le Gouessant, Sanders, le groupe Michel, les fermes de Chabuche, donc qui sera notamment aussi présent aujourd'hui, et un élevage dans le sud-est, chez Fermier du Sud-Est, ou Envie d'œuf. Donc, dans les analyses données, ce que je vous ai présenté dans le tout premier webinaire, c'est qu'on avait finalement pu élaborer une typologie des élevages de poulettes en filière, avec deux groupes qui s'étaient distingués, dont les pratiques étaient quand même très proches, mais qui se distinguaient un petit peu par la spécialisation de l'élevage de poulettes bio, avec des élevages plus ou moins spécialisés, donc avec un seul atelier ou un atelier d'élevage et des ateliers grande culture. Et ce qui était différent dans ces élevages-là, c'était aussi la gestion du parcours des animaux. Donc, c'est des éléments, notamment sur les parcours, qu'on va pouvoir rediscuter aujourd'hui. Donc, les élevages en filière, c'est des élevages de taille très différents. Donc, on a notamment, là, vous avez
à gauche un graphique qui met en évidence le nombre de poulettes élevées par an sur les élevages. Donc dans les élevages spécialisés, on a une médiane qui est légèrement supérieure aux élevages dits non spécialisés. Quand je dis non spécialisés, c'est qu'il y avait un autre atelier qu'un atelier avicole sur la ferme. Donc pour les élevages spécialisés, on a une médiane qui est un peu en dessous de 100 000 poulettes élevées par an. Pendant les élevages non spécialisés, qui étaient quand même la grande majorité des élevages enquêtés, on est à une médiane autour de 70 000 poulettes élevées par an. Les éleveurs les plus spécialisés avaient parfois aussi plus de bâtiments. Donc, il y en avait qui avaient jusqu'à 2 bâtiments d'élevage, enfin jusqu'à 3 bâtiments d'élevage de poulettes dans ce qu'on a pu interroger. Voilà. Et donc en élevage filière, il existe différents types de bâtiments, des bâtiments au sol et des bâtiments en volière. On va pouvoir notamment discuter aujourd'hui des élevages en bâtiments en volière. Toutefois, la majorité des élevages enquêtés avaient des bâtiments au sol avec des plateformes surélevées. On va pouvoir aussi en rediscuter. Donc dans ces élevages, on a des lots qui sont plus ou moins grands selon la taille des bâtiments, avec des lots en médiane autour de 24 000 poulettes par lot. Et ce qui coïncide plutôt bien en fait après avec la partie élevage de pondeuses qui accueille des lots entre 3 000, 6 000, 12 000 poules. Voilà, donc souvent le dimensionnement des élevages de poulettes sont en adéquation avec la taille des élevages de pondeuses bio. Donc, les pratiques des éleveurs en filière sont rythmées par les protocoles d'élevage et sont pilotées par des indicateurs assez précis. C'est ce qu'on a pu voir dans ces enquêtes. Les protocoles d'élevage sont fournis par les organisations de producteurs. C'est dans lesquels on retrouve finalement toutes les informations à suivre et tous les protocoles à suivre sur les programmes lumineux, sur les gammes d'aliments, sur le programme sanitaire et de prophylaxie, aussi sur les informations sur l'utilisation des parcours. Donc, c'est spécifique voilà, à chaque organisation de producteurs, même si elles sont les protocoles qu'on a pu voir dans les enquêtes sont assez proches d'un opérateur à l'autre. Et il peut s'adapter aussi selon les attentes des éleveurs de pondeuses, selon l'âge voulu du démarrage de la ponte, selon les vaccins qui veulent être utilisés ou pas. Mais les éleveurs de poulettes, ils ont aussi la possibilité de mettre en place d'adaptations individuelles, notamment autour de la gestion du démarrage, de la gestion de l'ambiance dans les bâtiments, tout ce qui est autour des repas et de l'aménagement des parcours. Enfin voilà. C'est des élevages dans lesquels il y a beaucoup de suivi d'indicateurs comparé à parfois ce qu'on a pu voir sur les élevages indépendants, donc avec des systèmes qui sont souvent très automatisés, aussi au vu de la dimensionnement et donc du nombre des poulettes qui sont élevées dans ces élevages. Donc on suit notamment le poids en routine, les consommations d'aliments et d'eau, la température et l'ambiance avec différentes sondes pour les gaz et puis pour la température. Et puis il y a également tous les indicateurs plus qualitatifs autour du comportement et de la répartition des poulettes. Donc ces élevages ont aussi des objectifs de sortie qui sont fixés par les opérateurs. Et en moyenne, dans tous les élevages qu'on a pu rencontrer, il fallait sortir des poulettes d'1,5 kg à 17-18 semaines, avec la quantité d'aliments consommés la plus limitée. Mais donc en moyenne, on était autour de 6,5 à 7 kg d'aliments consommés par poulette. Voilà pour, on va dire, l'introduction autour des élevages de filière et des résultats qu'on avait pu obtenir dans les enquêtes. Maintenant, je vais laisser du coup nos 2 interlocuteurs qui vont pouvoir témoigner aujourd'hui se présenter. Et donc, Quentin, je vous invite à commencer. Hop. Donc Quentin Launay, je suis basé à la Limousinière, donc au sud de Nantes, en Loire-Atlantique. J'ai un élevage donc, de poulettes bio de 1350 mètres carrés environ, qui accueille des lots de 38 000 poulettes. Je suis sous les nouvelles normes bio, donc avec les 4 hectares de SAU, qui sont intégralement pour le parcours des poulettes. Voilà. Le bâtiment, c'est un bâtiment en volière Big Dutchman Filia 22. Voilà. Vous avez les photos ici du bâtiment. Quelques photos, on voit les trappes de sortie, les trappes de ventilation et la volière. Merci. Ok. Et Jean-Marc, du coup, vous voulez aussi vous présenter? Oui, donc bonjour, Jean-Marc Héguet. Nous, on est situé en Alsace. Le siège, donc, ferme Schaffbusch, à côté de Wissembourg, tout à la frontière allemande. On fait de la poulette depuis 1965. J'ai repris l'exploitation dans les années 90. Et avec la diversification des cahiers de charges, notamment au fur et à mesure, on a trouvé des partenariats avec des éleveurs qu'on a
justement intégrés et aujourd'hui, donc, on peut répondre à l'ensemble des cahiers de charges avec nos élevages. Donc, 22 éleveurs qui sont situés dans le grand Est, je vais dire, puisque ça part de Strasbourg à Paris et ça descend jusque du côté de Troyes, un peu dans ce triangle-là. 22 éleveurs, dont 8 éleveurs bio, 226 places bio au total, dont 22 000 en sol perchoir, tout le reste en volière, Filia, Bolex, Starter et Bolide. Et donc le focus, il y a la société de transport, puisque forcément isolée à l'est de la France, on a été obligé de s'organiser aussi pour les transports de poulettes. Donc on a une société de transport qui possède quatre attelages, 3 semi-remorques et un camion remorque pour transporter nous-mêmes nos animaux. Et donc le focus, si on peut passer à la diapo suivante, c'est le faire sur un des élevages qui est situé en Meurthe-et-Moselle, donc une ERL qui s'intitule Biotipool, famille Gall, spécialisée dans l'élevage de poulettes bio, un bâtiment de 2100 mètres carrés avec 4 hectares de parcours et un équipement Bolex Starter Vancomatic. Un bâtiment qui a été construit en 2022 suite à la mise en application de la nouvelle norme bio, 2,5 lots par an, soit 100 000 poulettes à peu près, avec les différentes souches sur le marché. Super, merci à vous deux pour cette présentation. Et donc maintenant, on va pouvoir rentrer un peu plus en détail sur les pratiques d'élevage. Donc je n'ai pas reprécisé la frise chronologique de l'élevage, mais en fait, pour ceux qui ont suivi le dernier webinaire sur les circuits courts, c'est globalement le même fonctionnement. On a bien des poulettes, donc des poussins qui arrivent à un jour sur les élevages. Il y a toute la gestion du démarrage qui est assez critique sur les premières semaines. Et puis après, on rentre plutôt dans la partie d'élevage et de croissance des animaux. Donc pendant cette période de croissance, il y a tous les indicateurs dont on vous a parlé qui sont suivis autour de l'ambiance, du programme lumineux et de l'accès à l'extérieur. Donc l'accès à l'extérieur intervient, on va le voir, à partir de 6 semaines pour certains élevages et plus tardivement, selon les pratiques, on peut avoir des sorties entre 6 et 12 semaines, entre 9 et 15 semaines ou entre 11 et 17 semaines dans les enquêtes que nous avons pu voir. Et puis, cette période d'élevage, c'est aussi la période où il y a tous les enjeux autour de la prophylaxie et des vaccinations qui constituent des temps de travail non négligeables pour les élevages. À la fin, on a la préparation au départ et le départ finalement des animaux qui s'organisent sur les élevages et où les équipes d'attrapage notamment sont mobilisées par les éleveurs pour pouvoir mener à bien ce transport des animaux. Donc là, l'idée qu'on avait pour cette partie sur la description des pratiques, c'était moins de suivre cet aspect chronologique comme on l'a fait il y a un mois, mais plutôt parler sur des pratiques techniques en particulier, et notamment sur toutes les questions qui touchent, pour commencer, à la gestion du bâtiment et aussi à la gestion de la lumière dans les bâtiments. Donc autour de la table, on a des éleveurs qui travaillent plutôt avec des bâtiments en volière. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, la majorité des éleveurs qu'on a rencontrés sont sur des systèmes au sol avec des perchoirs ou des plateformes surélevées. Mais du coup, il y a pas mal de questions qui se posent autour de la valorisation des volières qui ont plein d'intérêt et donc dont les éleveurs pourront vous parler. C'est notamment aussi intéressant pour la valorisation des surfaces en fait de mètres carrés au sol finalement des bâtiments, puisque du coup dans une volière on peut valoriser les différents étages, donc une plus grande surface, ce qui permet en fait d'avoir une densité dans les bâtiments un peu plus élevée. Donc pour rappel, la réglementation bio fixe à 15 poulettes par mètre carré de sol, voilà la densité maximale autorisée. Du fait de la valorisation de ces différents étages en volière, on peut avoir une densité beaucoup plus importante, donc jusqu'à 28 poulettes par mètre carré dans les élevages qu'on a pu rencontrer. Donc ça, c'était au maximum. Dans les élevages au sol, avec plateforme surélevée, on peut aussi aller un petit peu au-delà, parce que du coup, les plateformes surélevées sont considérées comme des mètres linéaires de sol. Et donc, on a des élevages qui sont plus autour de entre 16 et 20 poulettes par mètre carré.
Vous avez voilà, le graphique avec la différence dans tous les élevages qu'on a enquêtés, la densité qu'on a pu observer dans ces élevages. Et donc, là, on retrouve ce que j'ai pu présenter tout à l'heure sur le nombre de poulettes élevées par mètre carré. Donc, pour pouvoir faire témoigner les personnes autour de la table, Quentin, est-ce que vous pouvez voilà, nous expliquer, comme vous le disiez, vous êtes installé en 2020, enfin en 2020-2021. Est-ce que vous pouvez nous préciser comment a été dimensionné justement l'atelier Poulette et puis ensuite le bâtiment? Ah, le micro est coupé, pardon. On ne vous entend pas. Là, c'est bon, Oui, ça marche. parfait, merci. Donc le bâtiment, il a été dimensionné en fait avec Norea pour répondre à la demande des éleveurs de pondeuses bio, qui sont souvent des bâtiments de 12 000 poules. Et donc l'idée a été de faire un bâtiment dimensionné pour 38 000 poulettes environ par lot. Et ensuite, le choix s'est fait sur la volière Big Dutchman qui me semblait bien. Ouais, pour l'accès des poules en fait à plusieurs étages avec des systèmes de perchoirs et d'escaliers. Voilà, Est-ce que après le tu peux dimanche. peut-être justement expliciter comment ça se gère un bâtiment comme ça, comment sont ouverts progressivement les différents étages et puis comment circulent les animaux? Ouais. Donc en fait, on démarre sur la partie basse de la volière. Les poussins sont dans les cages au départ sur des papiers de démarrage pour avoir l'accès à l'eau et à l'alimentation le plus facilement possible et pour tous les poussins. Et ensuite, progressivement, à partir de 4 semaines, on va dire, on ouvre les cages et on place les escaliers pour qu'ils puissent accéder au sol et en même temps au deuxième étage de la volière. Donc via des escaliers et des perchoirs, toujours. Et plus tard, pour la sortie des poules vers l'extérieur, donc les couloirs du milieu sont ouverts en dessous de la volière. On peut voir qu'il y a un passage où les poules vont pouvoir passer et aller sur les abords extérieurs, et ensuite pour accéder au parcours enherbé extérieur, quoi. Ok. Merci. Et donc oui, là sur cette slide, vous voyez aussi d'autres systèmes. Là, c'est avec des systèmes avec plateforme surélevée, donc ça ressemble plus. Enfin voilà, il y a moins cette utilisation sur une hauteur assez importante comme chez Quentin. Jean-Marc, est-ce que du coup, vous pouvez aussi nous préciser, voilà, vous disiez qu'il y avait différents types de volières qui étaient utilisés dans les élevages dans votre organisation. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus sur les volières qui sont utilisées et sur les intérêts que vous y trouvez? Donc, chez nous, il a fallu créer la filière. Donc, à partir du moment où vous partez sur une nouvelle construction, évidemment, il faut un nombre de poulettes, on va dire, suffisant pour amortir tous les travaux de terrassement, etc. Et puis, ce qui coûte cher dans un bâtiment, c'est les pignons, hein. Après, vous pouvez l'allonger, ça coûte moins cher. Donc, ça, c'était une des raisons pour lesquelles on est parti sur 40 000 places. Aussi 40 000 parce que on a fait notre développement un peu dans le sillage des développements qui se sont faits à l'Est sur les ateliers bio, qui en avaient plusieurs qui ont fait 2 bâtiments de 12 000, donc 24 000 poulettes. 24 plus 12, ça fait 36. Il en restait un 4 000 à peu près pour les plus petits lots. Voilà, c'était une des raisons pour lesquelles on est parti sur ces nombres-là. Et après, sur le système d'élevage, notamment celui on vous présente là dans la diapo, j'ai le détail notamment du système d'élevage qui est un peu différent de la BIG, qui est très bien, la BIG aussi, hein. Mais la Vanco Boleg, c'est celle qu'on a un peu privilégiée auprès de nos éleveurs, notamment dans le conseil, parce que si vous regardez le schéma de la volière, ça vous permet notamment de démarrer pareil les poussins sur le premier niveau en bas. Mais contrairement à la BIG, le deuxième étage n'est pas séparé. Donc, les poussins, dès les premières semaines, apprennent à monter sur le plateau intermédiaire et finalement accéder à l'étage du haut. C'est-à-dire qu'à 4 semaines, vous avez des poulettes qui savent déjà parfaitement bouger dans l'ensemble du système. Et nous pensons que ça apporte vraiment un plus par rapport au comportemental après en pondeuse,
avec des poulettes qui s'adaptent à tous les systèmes volières pondeuses. On n'a eu aucun échec avec ce type d'élevage en transfert après en pondeuse. Voilà, après, le reste, c'est la même chose, ça passe en dessous. Et puis, on pouvait ouvrir aussi que vers, à ce moment-là, comme les poulettes savent déjà bien bouger là-dedans, on peut se permettre de n'ouvrir que vers 5-6 semaines, ce qui nous permet de moins être exposé après à un passage coccidiose quand les poulettes commencent à sortir et arrivent sur le béton avec les aires de grattage. Ça marche. Et du coup, est-ce que Quentin, par exemple, chez vous, vous avez déjà rencontré des difficultés avec l'utilisation de ces volières, avec l'ouverture des différents étages, ou enfin, est-ce qu'il y a des difficultés particulières par rapport à l'usage de ces bâtiments? J'ai pas forcément de difficultés. Après, c'est pour les animaux. Sur plusieurs lots, je les ai remontés moi-même à la main, les poulettes au début, dans la seconde partie, au second étage. Et au final, je me suis rendu compte qu'en les laissant faire toutes seules, naturellement, elles vont réussir à grimper. Et ça va les faire travailler aussi pour remonter du sol au premier étage et ensuite du premier au deuxième étage. Donc non, c'est plutôt bien conçu pour ça. Et en fait, naturellement, les poulettes savent se repérer dans le bâtiment et retourner manger, boire dans les volières. Non, il n'y a pas Ça forcément marche. de problème là-dessus. Ouais. Donc, comme on le disait, là, c'est des lots qui sont assez importants, donc entre 38 000 et 40 000 poulettes dans vos témoignages. Comment est contrôlée et pilotée l'ambiance dans ces bâtiments? Donc, par ambiance, j'entends qualité de l'air et température. Jean-Marc, si vous voulez prendre la main. Donc, sur le bâtiment en question, on a une ventilation SCOV avec une ventilation qui est combinée, on va dire, par les cheminées qui travaillent en surpression. C'est un peu comme le Fumus de chez Big. Là, c'est du SCOV, mais c'est pareil. Alors, pourquoi en surpression? Parce que, d'une part, forcément, la ventilation fêtière, ça vous permet de garder la chaleur et l'uniformité dans le bâtiment, c'est l'idéal, mais aussi à partir du moment où vous ouvrez les trappes et que dehors il fait 10 degrés, si vous n'êtes qu'en extraction, forcément vous rentrez de l'air très froid par les trappes et vous risquez de refroidir vos poulettes. Donc, en phase de démarrage, on travaille uniquement sur les cheminées. Et en été, à partir du moment où on a des températures qui commencent à dépasser les 25 degrés, on met en place les turbines qui sont situées en pignon au fond du bâtiment et on travaille en ventilation tunnel. Tunnel et fêtière combinée. Ok. Et c'est globalement la même chose chez vous, Quentin? Ouais, moi, je suis uniquement en ventilation, donc au pignon, pareil, longitudinal. Et après, c'est ça, le boîtier gère les trappes de ventilation et la pression d'air. Pour créer de la vitesse d'air, par exemple, l'été, quand il fait chaud, c'est intéressant d'avoir de la vitesse d'air pour rafraîchir un petit peu les animaux. Et sinon, en début de l'eau, ça, en fait, on travaille la combinaison entre les chauffages et la ventilation se fait automatiquement, en fait, par l'ordinateur, quoi. Ok. Donc, c'est des bâtiments qui sont très optimisés et qui sont aussi du coup plus onéreux. Est-ce que vous pouvez partager ou pas le montant de l'investissement qui a été fait pour construire des bâtiments de ce type accueillant entre 38 000 et 40 000 poulettes, pardon. Pour ma part, Quentin? donc, ouais, sur le bâtiment 1400 mètres carrés pour 38 000 places, ça m'a coûté, on va dire, environ 700 000 euros en 2021-2022, ouais, ça, pour la construction et enfin tout compris, sans compter après les aides qu'il peut y avoir des différents organismes pour la création des bâtiments, quoi. Pour nous, ça va être plutôt 1 million, 1,2 million. Ouais, qui sont aussi plus grands, 2100 mètres carrés, c'est ça qu'on disait. 2100 mètres carrés, oui. Ok.
Donc l'autre élément qu'on voulait discuter autour des bâtiments, c'était justement l'enjeu autour l'entrée de la lumière dans les bâtiments. Donc pour rappel, la réglementation bio inscrit dans son cadre général et donc non spécifique à l'agriculture biologique le fait que les bâtiments d'élevage en AB doivent disposer d'une aération et d'un éclairage naturel abondant. Cet élément-là constitue une contrainte, en tout cas telle qu'est conçu l'élevage de poulettes bio aujourd'hui, notamment une contrainte vis-à-vis des programmes lumineux. Donc on en avait parlé un petit peu rapidement au tout premier webinaire, mais donc à gauche vous avez l'exemple d'un programme lumineux classiquement utilisé, proposé par là en l'occurrence Loman, il y a une faute dans la diapo, où en fait on a justement voilà un éclairage qui est assez important sur les premiers jours pour faciliter finalement la prise alimentaire et la prise d'eau des poussins. Puis on a une décroissance progressive du nombre de jours, entre guillemets, de lumière artificielle dans les bâtiments pendant 5 à 6 semaines jusqu'à atteindre finalement un plateau lumineux qui est donc le plateau qui va être suivi pendant toute la durée de croissance d'élevage qui est fixé donc dans les enquêtes qu'on a vues entre 10 et 11 heures de lumière par jour. Et puis ensuite, on a finalement la stimulation lumineuse qui s'organise, donc qui est commencée plus ou moins précocement. Donc, dans les enquêtes qu'on a fait, la majorité des éleveurs commençaient à stimuler autour de 15-16 semaines à un poids de 1,350 kg. Et donc, c'est cette stimulation notamment qui contribue à l'homogénéité du déclenchement de la ponte autour donc de 18-19 semaines. Donc cette gestion qui est très précise en fait du programme lumineux et qui contribue voilà à l'homogénéité des cheptels et à contrôler les démarrages de ponte sont forcément perturbés s'il y a une entrée de lumière naturelle. Dans la pratique, on a vu, il y a une dérogation sur l'aménagement des bâtiments de poulettes bio pour les mettre aux normes. Mais donc dans la majorité des élevages qu'on avait pu rencontrer, on avait principalement des éleveurs qui avaient des bâtiments sombres. Donc là, on avait 47% voilà, des personnes interrogées qui avaient des bâtiments sombres. Certains commençaient à être en transition, donc justement à réouvrir, à créer des ouvertures pour les bâtiments. Et seulement 2 élevages enquêtés sur les 15 avaient un bâtiment clair, donc avec de la lumière naturelle qui rentre. Cette lumière naturelle, donc comme je disais, ça constitue une contrainte pour l'élevage et qui du coup pose des nouvelles questions autour de comment est-ce qu'on conçoit des programmes lumineux en intégrant cette lumière naturelle. Du coup, est-ce que Quentin, par exemple, vous pouvez témoigner sur voilà, comment rentre la lumière naturelle dans vos bâtiments et en quoi est-ce que ça peut constituer un challenge pour l'élevage? Alors, on va dire que ça dépend des saisons, parce que l'hiver, c'est quand même plus simple. Le bâtiment est assez sombre de base. Et en fait, quand les trappes de ventilation sur tout le long du bâtiment ne sont pas ouvertes, quand il n'y a pas besoin de beaucoup de ventilation, je joue pratiquement que sur la lumière artificielle. Mais c'est plutôt au printemps-été où forcément il y a plus de lumière et plus de chaleur, donc plus d'entrée de lumière par les trappes qui se fait. Et là-dessus, on essaye de gérer, c'est pas toujours simple, on essaye de gérer, décaler un petit peu l'allumage et l'extinction des lumières dans la journée. Et ensuite, quand les animaux sortent dehors, les poules, forcément, il y a de la lumière qui rentre par les trappes de sortie. Et donc là-dessus, en fait, on essaye de décaler l'heure d'ouverture plutôt en fin de matinée jusqu'au soir, en fait, pour limiter la lumière extérieure dans le bâtiment. Et pour pas dérégler aussi tout le programme qu'on essaye de mettre en place pour la stimulation des poules avant le départ. Est-ce que votre programme lumineux correspond à ce programme-là, en tout cas de décroissance, de plateau et de recroissance dans le bâtiment? Ouais, ça correspond à cet exemple. Ouais. À cette organisation. Ok. Et du coup, dans l'Est, justement, comment, on en discutait un petit peu dans nos premiers échanges, comment est arrivée l'ouverture de ces bâtiments et quelles contraintes cela représente? Alors pareil, quand on a construit les bâtiments, on a argumenté sur le fait que la lumière naturelle rentre par les trappes d'entrée d'air et par les trappes de sortie. Et il se trouve que l'organisme certificateur avec lequel on travaillait
nous a mis une non-conformité majeure sur le fait qu'on n'avait pas de lumière naturelle qui rentrait. Ils considéraient que ce n'était pas suffisant, les trappes d'entrée d'air. Donc, en urgence, on a dû découper dans les trappes des fenêtres. Et à partir de là, techniquement, le problème est totalement différent. Évidemment, c'est compliqué à gérer parce que quand vous démarrez un lot, on va dire au mois de juin ou au mois de mai, et que la lumière naturelle entre dans le poulailler le matin à 5 heures et qu'elle se couche vers 22 heures, pour faire votre plat de 10 heures, c'est juste impossible. Donc, ce qui se passe, c'est que les lots qui sortent forcément après ces périodes-là démarrent un peu plus difficilement puisqu'on n'a pas le levier derrière de la stimulation. On n'a pas non plus le levier de la descente sur le plateau au démarrage. Donc voilà, c'est juste techniquement, on va dire, une aberration. Mais je ne comprends pas d'ailleurs cette différence entre les différents organismes certificateurs. En fait, il faut trouver le bon qui vous autorise à ne pas mettre les fenêtres, en fait. Et c'est vrai que c'est aussi ce qu'on avait cerné dans les enquêtes, la différence d'informations proposées par les organisations certificateurs. Moi, j'ai rencontré des éleveurs dans mes enquêtes qui n'avaient pas du tout connaissance de la réglementation et donc qui impliquait la nécessité d'avoir un accès à la lumière naturelle abondante. Donc voilà, à ce jour, ça reste un élément qui n'est pas appliqué de la même manière sur tout le territoire. Ça marche. Et donc, juste par rapport à ça, dans le cadre du projet Poulette Bio, on a une action qui est dédiée à l'expérimentation en élevage. Et donc, pour information, on a mis en place au sein de la station expérimentale du Magnereau, qui est située en Charente-Maritime, des essais dans des bâtiments pour travailler sur des programmes lumineux adaptés justement à des bâtiments clairs. Et donc, là, on a mis en place des poulettes en avril et ces poulettes vont justement arriver en âge de stimulation. Elles auront 16 heures de jour naturel. Donc voilà, on est en train d'essayer on a conçu différents types de programmes lumineux qu'on va tester. Et donc, les premiers résultats de ces essais-là arriveront l'année prochaine. Donc, je vous propose de clôturer la partie sur les bâtiments et de s'intéresser justement, on en a parlé plusieurs fois des trappes, mais plutôt de l'accès à l'extérieur des animaux. Donc, dans les enquêtes qu'on a menées, comme je vous le disais au démarrage, on a vu des pratiques très différentes d'un élevage à l'autre. Ce qui était commun donc dans les 15 élevages, c'est que le nombre de semaines d'accès extérieur était de 6 semaines maximum. On a rarement vu plus que 6 semaines. Voilà, donc c'est qui correspond à ce qui est réglementairement obligatoire en élevage d'après la réglementation. Comme je vous disais, il y avait différentes gestions en fait de l'accès extérieur. Il y a des éleveurs qui privilégient un accès précoce, donc entre 6 et 12 semaines. On en a d'autres qui donnaient accès entre 9 et 15 semaines. Et enfin, d'autres élevages qui donnaient accès plutôt à la fin de l'élevage, donc entre 11 et 17 semaines, pardon. Dans tous les bâtiments, globalement, il y avait quand même une reclaustration des poulettes avant leur départ en ponte. Donc, c'est pour ça qu'on a bien du 11-17 semaines et pas du 12-18, enfin très peu de 12-18. Et pour ce qui était du nombre d'heures d'accès à l'extérieur par jour, ça, c'était assez variable. Donc là, vous avez dans les différents groupes, on était entre 6 et puis au maximum, enfin, on va dire entre 5 heures d'accès à l'extérieur par jour et jusqu'à 10 heures par jour selon les élevages. Il y avait aussi des différences selon les plages d'horaire d'accès à l'extérieur. Il y a des éleveurs qui justement décalent l'accès à l'extérieur plutôt en milieu de matinée pour pouvoir, ou voire en début d'après-midi pour les rentrer avec la nuit. Et donc elles aient plutôt le comportement naturel de rentrer avec les jours qui s'assombrissent. Et au contraire, on a des éleveurs qui, eux, les re-rentraient tous les jours, parfois à 15 heures, 16 heures, donc qui induisait un temps de travail non négligeable.
Du coup, voilà, la question était un peu pour les personnes présentes. Quentin, Jean-Marc, comment justement, quelles sont vos pratiques, vous, concernant l'accès au parcours des animaux? Donc, quelles sont les périodes de sortie et combien d'heures elles sortent par jour? Je ne sais pas qui veut commencer. Jean-Marc, par exemple. Alors nous, on ne laisse pas sortir les poulettes avant 10 semaines. Donc, ils vont sortir entre 10 et 17 à peu près, pendant 6 heures à peu près dans la journée. Et le coucher est toujours calé sur le coucher du soleil. Ça veut dire que si le coucher du soleil est plus tardif, on lève les poules plus tard le matin, voilà, pour pas les lever trop tôt. Et donc, elles rentrent effectivement par elles-mêmes au moment du coucher du soleil et on active un peu la chose en alimentant 1 heure avant et les attirant dans le bâtiment. Après, celles qui restent dehors, si l'éleveur ne prend pas la peine de les rentrer, en général, le matin, elles ont été consommées, on va dire. Oui, justement, enfin, juste pour finir là-dessus, sur votre témoignage, est-ce que la prédation est un gros enjeu pour vous et quel type de prédation? C'est les buses et les renards, hein. C'est pas vraiment un gros problème chez nous. Ok. Parce que, mais effectivement, si l'éleveur ne se donne pas la peine de les rentrer et de regarder un petit peu si tout le monde est bien rentré, en journée, ça va. Mais le soir, là, c'est foutu, hein. S'il reste dehors, c'est mort. Hmm, ça marche. Et Quentin, du coup, comment ça se passe chez vous? Comment est-ce que vous gérez les périodes de sortie, le nombre d'heures de sortie et la réentrée des animaux? C'est plus ou moins la même chose. Sur les derniers lots que j'ai faits, c'était à partir de 11 semaines les sorties. Hmm, Et pareil, du coup, c'est à partir plutôt vers midi, fin de matinée, 11h midi, l'ouverture des trappes pour qu'elles aillent dehors, pour être sûr qu'elles hmm, aient bien mangé le matin déjà avant de sortir. Et ensuite, un passage d'aliments en plus dans l'après-midi et un le soir, voilà, une demi-heure avant de les faire rentrer avant le coucher du soleil. hmm. Et du coup, on décale, on adapte à chaque fois selon la saison. Petit à petit, on les fait rentrer plus tôt ou plus tard pour se caler par rapport au coucher du soleil. Parce que naturellement, c'est là qu'elles vont rentrer le mieux. Pour l'éleveur, en fait, c'est plus simple de les rentrer à cette période-là. Et Hmm. effectivement, s'il y a quelques poulettes qui sont dehors, qui sont restées cachées dans l'herbe ou quelque chose comme ça, les renards ou les buses font le travail la nuit. Ouais, ça peut Hmm. arriver. Et en journée, il y a des problèmes aussi de peut-être plus importants en Loire-Atlantique que dans le Grand Est, je ne sais pas, sur la prédation. Je pense que j'en ai eu parfois, ouais, entre le matin et le soir, des attaques de renards. J'en ai eu quelques fois, c'est plus rare. Ils viennent quand même plus la nuit, mais c'est arrivé, ouais, quelques fois quand même d'en avoir quelques poulettes qui se sont égarées et qui ont été récupérées, quoi. Mm. Hmm. Et vous disiez que voilà, sur les derniers lots, la sortie était plutôt à partir de 10-11 semaines. Est-ce que vous avez testé d'autres plages d'âge d'accès à l'extérieur? Sur le prochain lot, là, je pense, qui va commencer mi-avril, je vais essayer de les faire sortir plus tôt, peut-être à partir de 7-8 semaines, Ok. pour pouvoir ensuite les laisser à l'intérieur s'il y a des problèmes de prise de poids ou des choses comme ça, pour mieux contrôler l'alimentation. Et Hmm. également parce qu'en fait, les périodes de vaccination se font à partir de 12 semaines et vers 15-16 semaines, la deuxième vaccination, où là, il y a pas mal de temps à passer pour bien rentrer les poules, bien les mettre dans les volières pour les vaccinations, quoi. Donc, c'est D'accord. voir le temps de travail, essayer de gérer au mieux pour le temps de travail également, quoi. Hmm. Ça marche. Et je partage aussi des témoignages que j'ai pu moi rencontrer dans les enquêtes pour des éleveurs qui sortaient plutôt entre 6 et 12 semaines. Eux, une des raisons principales, qu'ils citaient, c'était la question de la photosensibilité des animaux à la lumière naturelle ou du fait voilà, de la physiologie de la poule et du développement de son système reproducteur. Et pour certains éleveurs, c'était absolument impossible de les sortir après justement 12 semaines parce qu'ils les estimaient trop sensibles à la lumière
du jour et donc ils avaient peur d'une entrée en ponte plus précoce. Voilà, avec cet accès à la lumière naturelle. Je sais pas si c'est des choses que vous avez pu voir ou pas. Mais en tout cas, c'est des éléments que j'ai pu entendre sur les élevages, certains élevages que j'ai pu, certains éleveurs que j'ai pu rencontrer, pardon. Bah, à partir du moment où vous avez des fenêtres dans les bâtiments, quoi que vous fassiez, la photosynthèse, elle est là. Ça marche. Ok. Eh ben merci pour ça. On continue donc sur les différents points techniques et plutôt maintenant sur justement le suivi des croissances des animaux. Donc on le disait, une des périodes particulièrement critiques, ça peut être la question du démarrage des animaux. Donc là, bon, c'est une photo non contractuelle puisque c'est dans un élevage de Reden en l'occurrence, mais donc qui n'est pas présent aujourd'hui. Mais du coup, est-ce que voilà, il y a des éléments particuliers que vous voulez partager sur des bonnes pratiques pour le démarrage des animaux? Quentin, si vous voulez commencer. Pour le démarrage, moi ce que je fais personnellement, c'est dans les volières, du coup, donc dans la partie basse de ma volière, au premier étage, du papier de démarrage. Je suis encore en phase de test, je suis à mon 8e lot, donc j'essaye de trouver le meilleur papier. J'ai essayé des alvéoles de pommes, des choses comme ça, un peu plus rigides, et du papier qui est un peu plus dégradable, un peu plus avec moins de grammage. L'essentiel, c'est surtout en fait donc ça, pour qu'il y ait un accès à l'alimentation qui est dès le départ, dès l'arrivée des poussins. Et je remets à la main à manger pendant environ une semaine. Donc comme ça, je suis sûr de bien surveiller chaque cage et voir la consommation dans chaque cage. Et également l'accès à l'eau. Donc on a des pipettes multidirectionnelles. Et j'ai également, comme on voit sur la photo, des niveaux constants. 2 niveaux constants qui sont branchés par cage. Pour certains poussins qui ne comprendraient pas le système des pipettes au démarrage, ça leur permet de boire, d'avoir l'abreuvement nécessaire. Et ensuite, voilà, c'est beaucoup de surveillance, de suivi en fait, ouais, des animaux, quoi. Et la surveillance, ça représente quoi en termes de nombre de visites par jour et ça dure combien de temps? Une semaine ou la vigilance, elle est importante sur combien de semaines au début? Sur les 2 premières semaines, je dirais, sur les 15 premiers jours, 15-20 premiers jours, c'est important. Moi, j'essaie de passer matin et soir, en général, faire le tour du bâtiment tranquillement, observer le comportement des animaux, s'ils sont bien vivaces, la consommation, éviter les fuites d'eau pour avoir des problèmes aux pattes aussi, qui peut apporter des problèmes sanitaires derrière, quoi. Et Jean-Marc, chez vous, est-ce que ça se rapproche en termes de pratique de ce qui est fait chez Quentin? Oui, tout à fait. Euh, Papier sur le premier niveau de démarrage. Alors nous, on essaie d'avoir des papiers qui résistent à peu près sur les 3, 4 premières semaines. Bon, là, c'est plus pour une histoire de coccidiose. Ce qui veut dire qu'après, ben, on a tout le travail de devoir les sortir à la main pour libérer les grillages. Distribution d'aliments sur les papiers et petit godet de démarrage avec niveau constant aussi chez nous, oui. Ce qui est extrêmement important, c'est les 5 premiers jours, hein, surtout. Après, Ça roule. la température dans le bâtiment aussi, Mm. critère très important, surtout après l'arrivée. Alors nous, les poules, les poussins ont fait un peu de kilomètres hein, quand ils arrivent chez nous. Donc nous, les 24 premières heures, on va être plutôt entre 34 et 33 degrés Celsius. Ouais. Ok. Est-ce que c'est les mêmes niveaux de température, Quentin, même quand les animaux ont fait un peu moins de route? Ouais, ouais, pareil, pendant les premiers jours, les 3-4 premiers jours, c'est ça. Et après, ça descend progressivement par palier. Ouais. Ok, ça marche. Et donc après, il y a tout l'enjeu finalement de suivi des animaux après le démarrage passé, donc qui repose sur différents indicateurs. Est-ce que Quentin, par exemple, vous pouvez nous lister un peu les différents éléments que vous suivez en routine pour piloter l'élevage et s'assurer de la bonne croissance des poulettes? Oui, il y a plusieurs indicateurs. Comme on a évoqué tout à l'heure, hein, c'est tout ce qui est ambiance avec la chaleur, l'hygrométrie, la consommation d'eau et d'aliments journalière.
J'essaye de regarder aussi, parce qu'on a sur les téléphones, enfin tout est connecté aujourd'hui, on a tout sur le téléphone, donc je peux voir à chaque passage d'aliment s'il y a la même consommation ou s'il y a plus de consommation à telle ou telle heure de la journée, on peut voir les différences. Le poids des animaux quotidiens avec des pesons qui sont dans les cages au début pour les poussins et ensuite dans les couloirs pour les poules, donc des plus gros pesons, où on voit le gain quotidien voilà, de poids. L'aspect général des animaux. Dans les cages, les poussins au début, s'ils sont bien vivaces, si ça bouge bien. Et ensuite, si ça remonte, si les poules remontent bien dans les cages, si dehors elles vont chercher à gratter, si elles vont chercher à accéder à l'intégralité du parcours. Et également la mortalité aussi quotidienne. Donc tout ça, c'est un suivi qui est fait au quotidien. Ouais. Ça marche. Donc j'avance un petit peu au vu de l'heure qui tourne pour parler un petit peu aussi du rythme de la prophylaxie en fait qui est quand même un rythme assez important en élevage de poulettes. Donc là vous avez issu des enquêtes que on a pu faire un type de programme, enfin du moins les maladies ou parasites qui sont traitées en phase de poulettes. Donc les poulettes sont vaccinées notamment au couvoir par injection pour différentes maladies, la bronchite infectieuse, la maladie de Newcastle, la bronchite infectieuse, la maladie de Marek, et puis aussi il y a les premiers traitements vis-à-vis de la coccidiose. Puis ensuite, donc ça dépend vraiment des opérateurs aussi et des besoins demandés par les éleveurs de pondeuses. Et donc là, vous avez un peu la liste des différentes maladies qui peuvent être traitées par vaccin. On a en plus donc des éléments sur lesquels il faut faire des rappels. Donc il y a des rappels assez fréquents sur la bronchite infectieuse, sur Newcastle ou sur Gumboro. Et puis il peut être traité l'encéphalomyélite aviaire, la rhinotrachéite infectieuse aviaire ou la laryngotrachéite infectieuse aviaire. Il y a aussi un vaccin qui se fait quasiment dans tous les élevages par injection à 15 semaines pour différentes maladies, notamment un élément un peu multiple, mais qui est autour du syndrome de la chute de ponte. Voilà, donc les vaccinations, elles se font par l'eau de boisson, par nébulisation ou par injection. Et donc constituent quand même un point non négligeable du temps de travail des éleveurs. Du coup, ma question était, Jean-Marc, par exemple, est-ce que dans les élevages que vous suivez, vous avez rencontré parfois des problèmes sanitaires particuliers et si oui, comment est-ce que cela se gère-t-il? Ce qui, forcément, je dirais que les maladies qui sont vaccinées posent pas de problème particulier. Ou si la ventile est bien gérée, problème de la rhinotrachéite infectieuse ou de la BI, etc., ça devrait à peu près être contenu. La difficulté, c'est sur les parasites, et notamment la coccidiose qui est à gérer de façon un peu particulière en volière, notamment puisqu'on a un démarrage, on va dire, sur papier, et puis après, quand on libère les animaux, ça crée un stress, et souvent ce stress peut déclencher un passage de coccidiose qui peut être parfois compliqué à rattraper, surtout en bio. Après, les histoires d'Ascaria, etc., ça, c'est surtout, je pense, une histoire de nettoyage, de désinfection, de bonne tenue du bâtiment. Avec ça, on peut bien le maîtriser. Mais Okay. Et Quentin, est-ce qu'il y a des éléments à ajouter aussi à ce qu'a pu témoigner Jean-Marc? Non, c'est ça, c'est également la coccidiose, c'est le passage. Pour moi, c'est l'ouverture à 4 semaines, 4-5 semaines, là, bien surveiller les poulettes sur la coccidiose quand elles se retrouvent par terre sur le béton, quoi. Ça marche. Merci pour ça. Et donc, on enchaîne autour des objectifs en élevage. Donc, on a pu enquêter, nous, justement, les différents indicateurs de performance des poulettes et qui sont
il y a et aussi sur les poids et les consommations moyennes d'aliments. Donc nous, ce qu'on a pu voir, c'est que globalement, enfin là, quels que soient les groupes, les objectifs de performance étaient les mêmes, c'est-à-dire d'avoir des poulettes qui partent autour de 120 jours à un poids de 1,5 kg en ayant consommé autour de 6,55 kg d'aliments. Est-ce que vous pouvez partager, vous, quels sont les objectifs que vous fixez pour les élevages de poulettes? Jean-Marc, pour commencer. Effectivement, idéalement, 1,5 kg, c'est parfois compliqué. Après, ça dépend à quel moment on les pèse aussi. Et l'objectif complètement en accord avec ce qu'on vise. Au niveau de la consommation d'aliments aussi, ça me semble tout à fait cohérent par rapport à ce qu'on fait. Et Quentin, c'est pareil chez vous? Ouais, rien de plus, ouais, non, ça suit les courbes à suivre sur chaque lot. Ouais. Ok. Et donc, les performances en poulettes sont aussi à mettre en lien avec les performances en pondeuse. Alors, ce qu'on s'est rendu compte quand on a interrogé les éleveurs de poulettes dans les enquêtes, c'est que une grande partie des éleveurs de poulettes ne connaissaient pas forcément, n'avaient pas en tête des objectifs de performance pour la partie pondeuse. C'est principalement les éleveurs qui faisaient à la fois l'élevage de pondeuse et l'élevage de poulettes qui savaient répondre. Bon, en moyenne, globalement, ils fixaient des objectifs de production qui étaient très élevés avec des objectifs de taux de ponte au-dessus de 90% ou autour de 90% avec des démarrages relativement précoces. Mais donc voilà, la grosse information, c'est qu'on a énormément d'éleveurs qui avaient du mal à répondre à cette question. Et ça, c'est aussi du fait qu'il n'y a pas toujours de lien entre les éleveurs de poulettes et de pondeuses pour pouvoir justement suivre les performances des animaux. En tout cas, dans la majorité des élevages qu'on a pu rencontrer, c'était quand même une demande de savoir ce que donnent un peu les lots qui ont été démarrés. Et on sait qu'il y a une des organisations de producteurs qui permet ce lien-là avec une application qui permet donne accès aux éleveurs de poulettes aux performances des pondeuses au moins sur les premières semaines et que cela a été notamment apprécié par les éleveurs. Côté Noréa, Quentin, quel lien est-ce que vous entretenez avec les éleveurs ou éleveuses de pondeuses bio? Et est-ce que voilà, vous avez des échanges parfois avec eux ou des échanges avec des éleveurs de poulettes? Non, on a très peu d'échanges avec les éleveurs pondeuses. Si ce n'est via le technicien, en fait, si on a des choses à voir avec le technicien, en fait, on peut avoir le ressenti sur le lot précédent. Sinon, c'est arrivé une fois ou deux qu'un éleveur de pondeuse vienne voir le lot de poulettes en cours qui arrivera chez lui par la suite pour voir pour voir l'élevage et pour voir comment je travaille en fait pour voir le lot en cours. Et sinon, avec les autres éleveurs de poulettes, ouais, on a quand même des réunions techniques, 3-4 réunions annuelles, on va dire, pour échanger avec les autres éleveurs de poulettes sur les pratiques et sur l'évolution des réglementations, sur tout ce qu'il y a à voir chaque année. Ok, ça marche. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Jean-Marc? Sinon, je n'avais pas surveillé l'heure, ça tourne. On va passer juste au dernier point avant de prendre des questions. Ouais. Ok. Le dernier point qui était... pardon, c'était bon. Sur les coûts de production et prix de vente. Donc là, juste, je vous repartage des données, mais qui sont pas du tout actualisées. C'est un travail qu'on est en train de faire avec Adèle, notamment de l'Itavi, pour travailler sur voilà, les données plus précises de coûts de production. Ce qu'on voulait vous souligner là, c'était que voilà, les charges les plus importantes, donc les charges s'organisent autour de charges de structure, et donc qui sont liées au bâtiment et voilà, au montant d'investissement qui a été fait au démarrage de l'atelier poulette. Après, on a des charges variables qui sont plus ou moins importantes selon les saisons et puis selon voilà, les conditions qui est utilisé comme matériel. Et enfin, il y a toutes les charges autour de l'achat des poulettes et de l'aliment, puis tout ce qui est autour de la main-d'œuvre. Donc en rouge, là, vous avez les éléments de charge qui sont à la charge de l'opérateur et non pas de l'éleveur. Donc l'aliment et la poulette, ainsi que les frais de vaccination vétérinaire, sont à la charge des organisations de producteurs dans des systèmes en intégration. Et donc c'est bien ces charges-là qui sont voilà, c'est les charges les plus importantes, en tout cas quand on regarde notamment l'alimentation, c'est une des charges les plus importantes dans le coût de production.
Voilà, donc tout ça varie, les charges de structure, enfin, il est difficile de faire des coûts de production poulet de bio, il faut moyenner sur de nombreux élevages parce que les investissements liés aux bâtiments sont très différents, si on a des bâtiments en volière ou au sol et selon l'âge des bâtiments. Les charges variables, donc même si elles ne représentent pas une très grande part du prix de la poulette, enfin du coût de production de la poulette, sont aussi variables d'un élevage à l'autre et selon les saisons. Et voilà, le coût de l'aliment peut aussi être variable selon les conjonctures économiques. Et à noter, voilà, ce qu'on voulait repréciser, c'est que le prix de la poulette d'un jour a récemment augmenté pour intégrer notamment les coûts de l'ovosexage. Et donc, ça avait été partagé par les éleveurs en circuit pour la semaine dernière. Le prix de la poulette a pris 1 euro environ. Enfin, le prix du poussin a pris 1 euro environ. Ce qu'on voulait peut-être juste préciser, donc ça c'est ce qui est autour du coût de production. Le prix de vente n'est pas le même que le coût de production. Et puis du coup, la rémunération des éleveurs de poulettes en système en intégration, il est calculé en fonction des charges des éleveurs, mais il peut y avoir aussi des primes de qualité notamment. Est-ce que, Jean-Marc par exemple, voulait dire quelque chose sur comment s'organise la rémunération des éleveurs de poulettes? Chez nous, il y a effectivement une rémunération de base. Il y a une garantie aussi sur le nombre de rotations dans l'année. Il y a une garantie évidemment sur l'engagement dans la durée du contrat. Et puis après, il y a des primes incitatives, taux de mortalité, objectif de poids atteint, etc. Ça marche. Pardon. Clémence, on t'entend. Oui, pardon. Je disais, désolée, on a un petit peu dépassé, donc on peut prendre quelques questions qui sont dans la conversation. Adèle, si tu veux nous les partager. Oui, alors par rapport à l'organisation et aux volières, il y avait 2 questions qui ont été soulevées. Une question sur les poulettes élevées. Est-ce que des poulettes élevées au sol peuvent se retrouver ensuite en volière dans la vie de pondeuse? Et si ça arrive, si vous avez des exemples, est-ce que ça peut avoir des incidences ou des risques sur les pondeuses? Qui c'est qui veut? Jean-Marc, vous voulez répondre? Alors évidemment, une poulette élevée au sol, quand elle arrive en volière, elle va être perdue, donc elle va avoir un mal à s'adapter au système. Et puis surtout, ce qui est gênant, c'est qu'elle va pondre hors nid, parce qu'elle va avoir du mal à trouver les nids. Donc clairement, ça, on l'a évalué, même en fonction du système d'élevage volière dans lequel il a été élevé, notamment avec des systèmes plus ouverts, même en volière, on arrive à des taux de ponte parfois hors nid qui peuvent varier entre un demi% jusqu'à 3%. Alors quand vous avez 6000 poules, ça va. 3%, ça fait toujours encore 180 œufs à ramasser tous les jours, mais quand vous avez 24 000 pondeuses et que vous avez 3% de ponte hors nid, c'est ingérable. Et à l'inverse, je pense que des poulettes élevées en volière s'adaptent plutôt bien dans tous les types d'élevage. Je ne sais pas si vous avez des retours là-dessus. Absolument. Oui, la volière, c'est celle qui peut le plus, donc qui peut le moins aussi. Ok. Ok. Quentin, Et puis sur les... Ah oui, sauf s'il y a un témoignage aussi de la part de Quentin. Non, oui, c'est le même. D'accord. Ouais. Sur les Ok. volières aussi, il y avait la question de combien de temps ça prenait pour le nettoyage total et la désinfection du bâtiment avec les systèmes en volière. Quentin, peut-être là-dessus? Ouais. Bah, sur mon système volière, 1400 mètres carrés, là j'ai mis à peu près une grosse semaine, 10 jours, à une personne et demie de temps en temps pour le nettoyage et la désinfection de tout le système, plus tout ce qui est amovible, les escaliers pour les poules, les extérieurs, et également sas technique, enfin voilà, tout compris quoi. Oui, je dirais 2100 mètres carrés, 2 personnes, 5 jours. Ok, c'était les questions pour les volières. Il y avait des questions aussi suite à l'accès à l'extérieur.
Une question spécifique sur les exploitations qui appliquent la reclaustration, et notamment, Quentin, ce que tu envisages de faire peut-être sur le lot suivant. Est-ce qu'il pourrait y avoir des risques de piquage lors de la reclaustration sur les dernières semaines? J'ai jamais été trop, enfin, le sujet au piquage sur le premier lot parce que je mettais un petit peu trop d'intensité lumineuse sur les lumières artificielles dans les cages et au plafond. Mais sinon, mon bâtiment, il reste quand même assez sombre, même quand il y a de la lumière extérieure. Et j'ai jamais été trop impacté par le piquage, en tout cas, dans mon bâtiment. Donc sur les bâtiments plus clairs, il y a peut-être plus de difficultés là-dessus. Et parce Jean-Marc. qu'en fait, je crois la question vient aussi peut-être du fait qu'il a été observé dans des bâtiments de poules pondeuses avec la grippe aviaire des problématiques de piquage suite à la fermeture en fait des trappes sur des poules qui avaient l'habitude d'avoir accès extérieur, mais donc c'était sur des poules adultes. Ça, c'était une étude qui a été faite notamment par le CINALAF. Donc je pense que la question vient de là et juste en effet dans les élevages de poulettes qu'on a interrogés, il y en avait très peu qui avaient eu des problématiques de piquage, en tout cas sur ces jeunes animaux. Je sais pas si Jean-Marc, il y a des éléments en plus par rapport à ce qu'a partagé Quentin. Il y a des souches qui sont plus sensibles au piquage que d'autres, mais globalement, non. Je pense, je n'ai pas de connaissance de gros problèmes par rapport à ça. Non. Effectivement, c'est une histoire de gestion de lumière quand même. J'ai vu que Nicolas Serin, vous aviez levé la main. Est-ce que vous voulez prendre la parole? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Jean-Marc, Bonjour. passage. Salut. Oui, juste savoir si vous soufflez le bâtiment ou vous le lavez à chaque fois. Et pour Quentin aussi. Chez nous, c'est chaque fois lavé. Pareil, ouais, c'est soufflage déjà pour enlever les plus grosses parties et ensuite nettoyage haute pression. Ouais. Ok, merci. Adèle, est-ce que tu veux? On va Ouais. peut-être prendre une dernière question et après on Là, il y a une conclura. dernière question qui vient d'arriver sur le programme lumineux. Une question technique sur le niveau d'intensité à respecter pour le traitement lumineux. Donc les niveaux en luxe, si vous avez des éléments à partager ou s'il y a des Ça dépend choses si on est sur le plat lumineux ou si on est sur la stimulation, mais globalement, la règle, c'est un plat lumineux autour de 10-15 lux et une stimule autour de 30-40. En tout cas, une stimulation, une intensité lumineuse qui doit être inférieure en élevage que ce qu'elles vont rencontrer en pondeuse après. Légèrement inférieure. Ça marche. Ok, merci. C'est à peu Peut-être une près. dernière question ou... Il y Oui, avait une vas-y. question sur l'alimentation en tout début, sur la question de la dérogation qu'il y a jusqu'au janvier 2027 sur l'alimentation à 95% de bio et comment vous l'envisagez par la suite. Une grosse question. C'est vrai qu'on a peu traité de la question de l'alimentation. Je pourrais aussi en dire un mot, mais Jean-Marc, si vous voulez peut-être répondre. Je dirais, on va prendre les problèmes les uns après les autres et on va voir ce que ça va donner, mais on va déjà se tourner vers nos formulateurs. Je pense que ça va se traduire par une augmentation de la consommation, surtout. On verra. Difficile pour l'instant de me prononcer là-dessus. Je pense que Quentin, c'est la même réponse. Mais ouais, du coup, Bah oui, ouais. en effet, aujourd'hui, donc, il y a 5% de matières premières riches en protéines qui peuvent être utilisées pour les jeunes monogastriques, donc les poulets de moins de 18 semaines et les poulettes du coup qui ont moins de 18 semaines. Ces 5% de matières premières riches en protéines, c'est principalement du gluten de maïs et de la protéine de pommes de terre qui sont utilisées. Et donc, c'est en effet un enjeu de recherche et de développement pour réfléchir. En fait, le gros enjeu, c'est de trouver de la méthionine, donc un des acides aminés le plus limitant en élevage de monogastriques et de poules en particulier, et de poulettes tout particulièrement. Donc, c'est un enjeu qu'on souhaite traiter, en tout cas, nous,
en tant qu'institut technique dans les prochaines années pour essayer de rechercher des solutions, même si on est un petit peu en retard au vu de ce délai et de cet arrêt de la dérogation, en tout cas au 31 décembre 2026, même si sa prolongation de cette dérogation est en cours de discussion au sein de la Commission européenne. Et ben du coup, merci. Je vous partage juste les derniers éléments sur le PowerPoint. Et donc, pour conclure, merci à tous d'avoir pu participer à ce webinaire. Pour les personnes qui ont suivi les éléments, on vous invite à répondre, donc si vous avez votre téléphone sous la main, à scanner ce QR code pour répondre à une enquête qui nous permet de savoir, nous, comment, comment vous avez entendu les échanges qui ont été partagés, comprendre ce qui vous intéresse par la suite en termes de présentation des résultats. C'est hyper important pour nous de pouvoir avoir vos retours pour adapter au mieux notre valorisation. Et donc, on a des résultats format Excel qui seront partagés prochainement pour expliciter tous les résultats qu'on a eu sur les enquêtes en élevage de poulettes. On vous invite à vous inscrire à la mailing list autour du projet Poulette Bio pour pouvoir suivre ces résultats. Et donc, on vous les enverra directement par vos boîtes mail si vous vous inscrivez. Donc merci à tous, merci aussi à Jean-Marc et à Quentin et à Adèle pour leur participation et pour tous ces échanges. Et j'en profite pour un petit message à destination des conseillers élevage monogastriques qui sont peut-être présents parmi nous. Si vous travaillez aussi sur les porcs, on a un webinaire qui s'organise en mai, le 7 mai, pour travailler sur la question de l'alimentation. Donc là, vu qu'on en a parlé, ça fait un peu la transition sur l'utilisation des coproduits dans l'alimentation des porcs. Voilà, le 7 mai, les dates et les informations seront à venir sur le site de l'ITAB. Merci beaucoup. Et puis, on conclut comme ça nos webinaires sur les poulettes bio. Bonne après-midi à tous et merci encore aux participants.